Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Bon, le gouvernement veut que les Français travaillent plus. Antoine Armand, le ministre de l'économie, a évoqué l'idée d'une deuxième journée de solidarité pour financer les EHPAD. Il en existe déjà une, on le sait, journée non payée qui avait été instaurée en 2004. Est-ce que vous y êtes favorable ? Non, j'y suis pas favorable. Je pense qu'il faut vraiment reprendre le problème à l'endroit. Aujourd'hui, les Français travaillent déjà beaucoup, y compris dans la moyenne européenne. Ils sont extrêmement productifs. Et je pense qu'il faut trouver d'autres sources de financement. Mais en fait, sur cet exemple, comme sur d'autres, et j'imagine qu'on va parler du budget, on voit que la Macronie est quand même enfermée dans une logique idéologique qui est celle du néolibéralisme, qui consiste toujours à faire payer les Français, qui consiste à les faire travailler davantage, qui concerne aussi à distiller une petite musique sur la présupposée fainéantise. C'est exactement la mesure sur les fonctionnaires qui a été on va y l'absentéisme revenir, mais des fonctionnaires. Elle est vraiment très douloureuse, cette journée de solidarité de 2004, c'est sur le lundi de Pentecôte. Bon. Elle est peut-être pas très douloureuse, mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour trouver de l'argent. Donc la question, c'est 2,4 milliards, une éventuelle deuxième journée. C'est un rapport sénatorial qui a calculé ça. Oui, d'accord. C'est de la solidarité, c'est les EHPAD. Alors peut-être que c'est entre guillemets, vous êtes coincés, mais le fait est que la cause vaut peut-être cet effort-là qui est pas insurmontable. Mais c'est une cause extrêmement importante. Mais en fait, la question, c'est comment on finance. Donc, financer la solidarité dans les EHPAD, ça veut dire trouver d'autres sources de financement pour la sécurité sociale. Par exemple, je ne sais pas, faire surcotiser les dividendes. On peut trouver des milliards, parce que vous me donnez le coût. On peut trouver des milliards d'autres façons. Mais la question, c'est est-ce qu'on s'autorise ou non à aller chercher l'argent dans les poches de celles et ceux qui en ont beaucoup, ou est-ce que c'est 90% de la population française qui s'est appauvrie dans les 7 ans de macronisme, qui doit toujours continuer. 90% de la population française. Ah si, 90% de la population française s'est appauvrie dans le même temps où les riches ont accumulé des milliards et des fortunes extraordinaires pendant en Macronie. Donc. Typiquement sur les carences de fonctionnaires en cas d'arrêt maladie, donc l'idée de l'aligner sur le privé, 3 jours au lieu d'1. Pourquoi il y aurait une différence entre le régime du privé et du public ? Mais en fait, ce sont des présupposés. Ça n'est pas exact. Alors je vais vous donner des... Il y a bien un jour... Aujourd'hui, dans le public et 3 jours dans le privé. Est-ce que c'est exact ? Aujourd'hui, dans le privé, 70% des entreprises décident par convention collective de finalement ne pas faire payer les salariés pour ces jours de carence. Ça n'est pas le cas dans le public. Aujourd'hui, le gouvernement choisit de s'en prendre aux fonctionnaires, c'est un actif sur 5, et de distiller, c'est ce que je vous disais juste avant, cette petite musique sur une présupposée absence plus forte. Dans le public, c'est 11,5 jours d'absence en moyenne par an. Dans le privé, 14. c'est... Dans le... 14 dans le non, public. C'est l'inverse. 14 dans le public et 11,7 dans le privé. Dans le public, moi les chiffres que j'ai. En 2022, l'adresse 11,5 dans le public, 11,7 dans le privé. Et par ailleurs, interrogeons-nous sur pourquoi les gens seraient absents. D'abord, ils sont absents parce qu'ils sont réellement malades. Voilà. En fait, je précise quand même. Les gens sont réellement malades et donc ils prennent 14,5 jours d'absence dans le public, 11,7 par an dans le privé. Moi, je vous ai donné les chiffres de l'adresse. Je vous donne ceux qui nous sont donnés également. En tout cas, on peut voir que l'écart n'est pas aussi important que ça. Donc, les gens sont réellement malades. Ensuite, pourquoi ils sont absents au travail ? Aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a une souffrance au travail qui est extrêmement importante. Qui existe dans le privé, qui est immense, on le sait. Ce mal-être, il existe aussi dans le privé. Il existe aussi dans le privé. C'est pour ça que moi, je ne tiens pas à mettre en concurrence les salariés du privé et du public, comme le fait le gouvernement, supposément pour faire comprendre que dans la fonction publique, les gens seraient des feignants. Parce que c'est ça que le gouvernement sous-entend aujourd'hui. Il y a de la souffrance dans la fonction publique, il y a de la souffrance chez les profs, il y a de la souffrance chez les soignants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mauvaises rémunérations, parce qu'il y a des mauvaises conditions de travail. Quand toute la journée, vous devez tenir aux urgences en sous-effectif, quand toute la journée, vous devez tenir devant des classes qui sont surchargées, et là aussi, vous n'avez pas les moyens de faire votre métier aussi bien que vous voudriez le faire. Ça crée de la souffrance au travail, évidemment, donc ça crée des arrêts maladie. Et par ailleurs, il y a des études qui ont montré que ce ne sont pas les salariés les mieux protégés qui s'arrêtent le plus et qui, entre guillemets, en profiteraient, mais qu'au contraire, quand on a une bonne protection sociale, il y a moins de jours d'arrêt maladie. Voilà, en fait, ce dont on parle, c'est le sens du travail et les conditions de travail. Et pour ça, je suis désolée, mais j'en reviens à la question budgétaire, il faut des moyens. Parce qu'il faut des moyens pour rémunérer correctement tous ces personnels qui font nos services publics dans le pays.
Bon, ce sera en tout cas, ce sera un amendement qui arrivera à l'Assemblée le 5 novembre lorsque vous reprendrez l'examen du budget qui a été suspendu, si on peut dire, puisqu'il n'a pas été terminé à temps samedi soir. En attendant, vous avez attaqué le budget de la Sécu et d'ailleurs balayé dès hier les 3 premiers articles du texte avec le soutien ou l'abstention du RN. On en parlera sans doute, mais excite par exemple la rectification du déficit de la Sécu lui-même. Le texte dit 18 milliards d'euros cette année au lieu des 10 prévus et vous contestez ce chiffre. Oui, alors en fait, il y a une question de sincérité du gouvernement. On voit quand même que dans toutes les prévisions... Donc les comptes de la Sécu sont insincères là? Non, mais attendez, je ne sais pas, je n'en ai pas les chiffres, je ne suis pas rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Vous interrogerez M. Neuder à ce propos. Il n'empêche qu'il y a une question de sincérité de toutes les trajectoires budgétaires que nous ont présentées le gouvernement jusqu'ici. Vous le savez, la commission des finances se transforme d'ailleurs en commission d'enquête sur le budget de l'État cette fois-ci, pour comprendre comment on en est arrivé dans cette situation. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour revenir à votre question quand même, je fais un bilan rapide de ce qui s'est passé sur le PLF, c'est-à-dire le budget de l'État, avant de passer au budget de la sécurité sociale. Il y a eu 3 enseignements extrêmement importants. D'abord, qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale pour en faire un budget de justice sociale. Nous avons fait passer sur la partie recettes, donc comment on trouve de l'argent, des mesures en faveur de la taxation des plus riches, des plus grands groupes. Et nous avons trouvé des milliards qui correspondent et qui correspondront à la fin de l'examen, peu ou prou, aux 60 milliards de coupes budgétaires que nous a annoncé tout le budget, pardon, Monsieur Barnier. Qu'on a beaucoup évoqué. Et l'actualité sur le budget de la Sécu. Avant de passer au budget de la sécurité sociale, la logique politique est la même. Ce à quoi on a assisté, c'est la Macronie en déliquescence totale. Ils n'étaient pas là. Ils étaient 4, mais vraiment littéralement 4, les 4 cadres du parti pour défendre ce budget. 2 à la droite républicaine, c'est quand même le budget de Monsieur Barnier. C'est comme si on avait un budget France Insoumise et qu'on était 2 sur nos travées pour le défendre. Donc la Macronie, il n'y a plus personne. Tout le monde s'en fiche. Personne n'est derrière Monsieur Barnier qui a un budget illégitime. Et la troisième chose, c'est que le RN est en soutien de ces budgets austéritaires et qui vont faire payer la majorité des Français. Et sur la sécurité sociale, nous allons voir ce qui va se passer. Vous savez qu'en commission des affaires sociales, il a été rejeté, ce budget. C'est historique. Voilà, il n'y a pas de majorité pour le budget de la sécurité sociale qu'on nous présente. Là, ça commence tout juste en hémicycle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un enjeu très intéressant puisqu'on a à nouveau une occasion de voter sur la question de la retraite. Alors justement, Astrid, dont nous demandons l'abrogation, la réforme passée par M. Macron de manière illégitime l'année dernière. Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget, justement, n'exclut pas de revoir la copie là-dessus, sur le report de la hausse des pensions de retraite, l'indexation sur l'inflation qui est repoussée de 6 mois. Il parle d'une compensation pour les retraites inférieures à un seuil, par exemple, de 1 200 €. Est-ce que ça vous satisfait? La question, c'est la mécanique. Eux, ils veulent désindexer ces pensions de retraite, puis nous dire qu'ils vont rehausser pour les plus petites. Dans 6 mois. Nous allons nous amender pour que les retraites soient indexées sur l'inflation. Nous allons aussi amender pour que ça concerne tout le monde. 1 200 €, c'est un seuil qui est choisi de manière Clémence Guettet, un retraité qui a 4 500 € par mois de retraite, il a besoin d'avoir 1,8% d'augmentation au 1er janvier? Non, mais beaucoup moins que quelqu'un qui a 800 €, je vous l'accorde. Mais c'est une question. Oui, mais c'est une question d'universalité. On peut défendre l'indexation des salaires et des retraites sur l'inflation quand les gens, avec des budgets alimentaires qui ont explosé, voient leur budget complètement réajusté. Moins vrai pour quelqu'un qui a 4 000 € par mois, je vous l'accorde, ça n'est pas la priorité sociale dans le pays. Il n'empêche que beaucoup de retraités, vous le savez très bien ont des toutes petites retraites et que pour le coup, quand tout augmente, notamment les produits alimentaires et notamment l'énergie, ça fait un sacré trou dans le budget à la fin du mois. Donc nous, on va défendre... Le gouvernement, Clémence Guettet, c'est de dire les petites retraites, il reste à définir le seuil, donc peut-être ça peut être 1 200, 1 400, je ne sais pas, ne sont pas concernés par cette non-indexation. En revanche, les retraités qui ne sont pas modestes, qui vivent à peu près correctement, qui ont 2000 ou peut-être plus, ou 1000, 1008, voilà, de retraite, ils peuvent attendre 6 mois. Ça vous semble inacceptable? Non mais d'accord, mais c'est pas exactement comme ça que ça nous a été présenté. C'est-à-dire c'est désindexation pour tout le monde. Et ensuite, il va y avoir un débat en hémicycle. Et ça vous aura pas échappé, on a le droit d'amender. On a le droit d'augmenter le seuil. On a le droit de faire en sorte que ça soit davantage de retraités qui soient concernés par cette indexation. Pourquoi ça semble inacceptable un seuil comme ça, effectivement, sur les petites retraites, où là ça s'argumente totalement? Mais eux, ils déterminent ce seuil en fonction du nombre de milliards qu'ils ont bien envie d'accorder ou de ne pas accorder. Il y a une question budgétaire, il faut l'entendre aussi. Et donc c'est une question de recettes à la fin. Il y a une question budgétaire qu'il faut entendre.
Oui, c'est ça, c'est une question de recette à la fin. Ça veut dire que si on ne veut pas aller chercher... que les petites retraites, elles peuvent pas être... voilà, il y a une urgence d'augmenter les petites retraites et pas forcément les autres. Vous devriez être d'accord avec ça. Non mais d'accord, c'est pas ça que je conteste. Je conteste le seuil. Parce que jusqu'ici, là on nous dit 1200, mais jusqu'à hier, on ne savait pas encore. Eh ben je ne sais pas, on va amender, mais si le plus de personnes possibles peuvent avoir leur retraite indexée sur l'inflation, ça me paraît quand même être une mesure de justice sociale. Voilà. Aujourd'hui, les gens galèrent dans ce pays, donc peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas expérimenté ça, mais à 1 400 € par mois, on n'est pas à l'aise non plus dans le pays. Voilà. La taxe sur le sucre, mesure de santé publique, là vous signez? Je pense que ça n'est pas le bon mécanisme, ça n'est pas les bons outils. Autant nous sommes absolument d'accord, et mon collègue Loïc Prudhomme notamment a fait tout un travail sur la malbouffe et la quantité de sucre, parce que vous savez qu'en France on a une épidémie des maladies qui sont liées au taux de sucre et de gras dans les aliments extrêmement transformés. Donc autant nous sommes d'accord pour interdire la malbouffe, pour améliorer le Nutri-Score, c'est-à-dire l'information pour... Non, on interdit la malbouffe, on interdit. Eh ben, on met des normes, on met des taux de sucre autorisés, etc. Et on met une taxe comme ça. Non, la taxe, ça fait payer tout le monde. Et ça n'est pas, à mon avis, le bon levier. C'est-à-dire que pénaliser les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que de la nourriture qui est très transformée et qui contient beaucoup de sucre, ça n'est pas la même chose que... De gâteaux secs, de soda. Laissez-moi finir. Mais non, mais dans toute la nourriture, vous avez des plats transformés qui contiennent énormément de sucre. Oui. Ça n'est pas uniquement le soda. Donc, faire payer les industriels, exactement, et les obliger finalement à améliorer la nourriture qui puisse être disponible ensuite pour tout le monde. Mais pénaliser les gens qui sont obligés de se nourrir à peu de coûts, et on revient sur la question de l'inflation, vu comment tout a augmenté ces dernières années, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Vous créditez, vous accordez le bénéfice du doute au gouvernement sur la volonté d'aller au bout de ce débat sur le budget de la Sécu ? Est-ce que je crois encore le gouvernement? La réponse est non, dans sa volonté vraiment de faire travailler le Parlement. C'est vrai qu'on a assisté à toute une séquence où le gouvernement nous disait le Parlement va amender, évidemment c'est important d'entendre les oppositions. Et puis là on voit bien que pour l'instant c'est surtout le budget de l'État dont on a débattu très longuement. On voit bien que nos arguments sont caricaturés. On voit bien que la majorité minoritaire qui n'est pas présente en hémicycle n'assume pas son budget. Et on voit bien qu'aussi ils installent une petite musique sur le 49.3. Je pense qu'on va avoir une logique des débats à peu près symétrique pour le budget de la sécurité sociale. Toujours est-il que s'ils font un 49.3, nous déposerons une motion de censure, parce que ça n'est pas possible d'être passé en force sur le résultat des élections le 7 juillet dernier, de passer en force sur un budget qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Clémence Guettet, vous restez avec nous, on se retrouve juste après le fil info, 9h moins le quart, Maureen Suignard. Des partenariats, des contrats entre la France et le Maroc, 10 milliards d'euros au total, et cela au premier jour de la visite d'État d'Emmanuel Macron hier. Alstom vend 18 rames de TGV, Total signe un accord pour développer la filière hydrogène et Engie pour décarboner le plus gros industriel du Maroc. Les femmes fonctionnaires seront les premières touchées par l'allongement du délai de carence dans la fonction publique, affirme l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau. 63% des agents qui travaillent dans cette fonction publique sont des femmes. L'exécutif veut passer d'1 à 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie pour faire des économies. Foodwatch dénonce sur France Info un scandale sanitaire. L'ONG affirme que les boîtes de thon commercialisées sont contaminées par un dérivé du mercure, avec parfois des taux jusqu'à 4 fois supérieurs aux normes européennes. Des normes déjà élevées pour protéger le commerce selon l'ONG. Finalement, c'est Rodri qui est sacré meilleur joueur de la saison passée. Le milieu de terrain de Manchester City est le 3e espagnol de l'histoire à remporter le Ballon d'Or. Une victoire inattendue tant Vinicius était favori. Chez les femmes, l'Espagnole Aitana Bonmati est sacrée pour la 2e année de suite. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Clémence Guettet, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée LFI du Val-de-Marne. Alors, vice-présidente, ça veut dire que vous êtes passée de l'autre côté, puisque vous avez présidé les débats. Toujours du bon côté, quand même. Alors, vous vous retrouvez quand même à faire rentrer dans le rang vos propres camarades, comme ici. On va l'écouter, Louis Boyard. Madame Thévenoud, vous dites de travailler les dossiers. Vous êtes ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Monsieur Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez. Non, je suis désolé, monsieur Boyard. Monsieur Mauvieux. 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 Monsieur M
Vous avez l'air exaspéré, franchement, sur les images. Non, je suis pas du tout exaspérée. Bon, faut comprendre quand même que les débats durent très longtemps. Donc, en fait, c'est un exercice assez fatigant que je découvre cette mandature parce qu'en effet, je présidais pas les débats avant. C'est un exercice fatigant. Ça demande d'être concentré, de regarder bien qui veut prendre la parole. Il faut savoir quand même que vous avez coupé, mais j'ai coupé la parole de Monsieur Mauvieux, député du Rassemblement national, juste après l'avoir coupé à Louis Boyard parce que on parlait d'un autre sujet. On était passé à un autre sujet. On était d'abord sur la de parole était sur l'amendement. Voilà. Et puis en fait, après, on est passé à un amendement sur la question du remboursement des obsèques. Bref, ça me paraissait, en tant que présidente, je dois veiller au bon déroulement des débats et laisser un débat se réenclencher sur un sujet qui est clos alors qu'on avait abordé un nouveau sujet important, ça me paraissait pas adapté. Et c'est une fonction qui permet d'abord de veiller à ce que chacun puisse s'exprimer sur le sujet. Donc c'est vrai qu'on peut varier le nombre de prises de parole, permettre au débat le temps d'avoir lieu, et puis qui nécessite d'être impartial parce que c'est une fonction qui permet à l'institution de voir quelquefois que vos collègues de la France insoumise peuvent, pardon pour l'expression, mais faire preuve d'une forme de bordélisation. Est-ce que, quand on est au poste qui est le vôtre, c'est quelque chose dont on se rend compte? Non, franchement, j'ai présidé beaucoup de débats sur le budget. Et là, je suis dans un autre rôle, mais députée France Insoumise. Mes camarades, Marianne Maximi, Aurélien Lecoq, David Guiraud, Manuel Bompard, sur le budget, ont vraiment démontré la solidité de nos arguments et la force de leur prise de parole. Donc, ça n'est pas vrai, cette petite musique-là, que nous bordéliserions davantage. Olympien, et c'est assez frappant, justement, et vous l'avez toujours été, si on est honnête, mais reconnaissez que dans le groupe, on en a suffisamment parlé, c'est pas l'esprit depuis 2 ans. Chacun son style. Et par ailleurs, j'ai coupé aussi la parole de Monsieur Mauvieux, député du Rassemblement national, de Monsieur Wauquiez, qui faisait des rappels au règlement spontanément, ça étonne moins, qui étaient indus. Monsieur Wauquiez, ça vous étonne moins? Non, ça étonne moins que vous coupiez la parole à des personnes qui, habituellement, sont vos adversaires politiques. C'est là que vous vous trompez, et c'est là que peut-être certains des présidents précédents de l'Assemblée nationale n'ont, à mon avis, pas pris la mesure de ce rôle. C'est que quand je suis au perchoir, je ne suis pas députée La France Insoumise, je préside l'Assemblée nationale. Et je m'applique à le faire avec le plus d'impartialité possible, parce que je veux que mes collègues parlementaires, qui sont représentants du peuple, puissent s'exprimer, puissent avancer leurs arguments, qu'ils puissent être entendus et que ce débat puisse être constructif. Quand même, Clémence Guettet, vous, à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, votre collègue à la tête, Aurélie Trouvé, à la tête de la Commission des affaires économiques, Éric Coquerel à la Commission des finances. Vous avez une idée de stratégie de respectabilisation, j'allais dire, à la France insoumise? Pour nous, c'est important de se préparer à tout instant à gouverner le pays. Et donc, avoir des fonctions institutionnelles qui sont importantes, ça fait partie... la France insoumise... Je parlais même aussi de la forme. Oui, non, mais la France insoumise, c'est une formation politique qui est récente. En fait, elle a émergé en 2016. Donc, on a 8 ans d'existence. Et arriver aujourd'hui à avoir en effet la présidence de la Commission des finances, de la Commission des affaires économiques, 2 vice-présidentes de l'Assemblée nationale avec ma collègue Nadège Abon-Mangoli, pour nous c'est une fierté, et pour nous c'est aussi une façon de démontrer que les insoumis ne peuvent pas être réduits aux caricatures qui en sont faites, que nous sommes capables de présider des débats, de faire avancer nos idées à d'autres rôles et à d'autres postes, y compris au sein de l'institution. Et je crois que... Ça veut dire que vous calmez le jeu intentionnellement, là, objectivement. Il y a un petit changement de ton, indépendamment de l'incident Louis Boyard, par rapport à il y a 2 ans, par rapport aux 2 années. Peut-être qu'il y a un changement d'appréciation aussi du regard journalistique et des observateurs, mais honnêtement, quand nous avons fait la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2022, nous sommes les seuls à avoir fait un exercice de chiffrage intégral. Nous sommes les seuls à nous Olivier Dussopt sur un ballon sous le pied de Louis Boyard, on l'a pas inventé, c'est pas un regard journalistique. Vous êtes gonflé, quoi. Oui, mais non. Comment dire? Nous n'allons pas cesser d'utiliser tous les registres qui s'offrent à nous pour alerter sur nos propositions. Je pense que le ballon, c'était pas acceptable, on est d'accord. Non mais la tête du ministre sur le ballon. Non, c'est pas inacceptable, c'est dérisoire, c'est en dehors de l'Assemblée nationale. C'était une manifestation d'inspecteurs du travail, ça n'est pas un happening que nous avons monté. S'il fallait le refaire, il faudrait le refaire. Non mais attendez, je veux bien qu'on passe 10 minutes à dire que les insoumis sont des bordélisateurs, mais ce qui se passe en matière démocratique dans ce pays, le scandale et le chaos de la crise politique actuelle, c'est Monsieur Macron. Enfin, je veux dire, il a dissous l'Assemblée nationale, il ne respecte pas le résultat. Oui, mais on va avancer. Mais moi, je veux le dire.
dire, parce qu'ils ne respectent pas le résultat des urnes. C'est ça le scandale démocratique du moment. Et les Insoumis, nous faisons une haute idée de l'Assemblée nationale. Donc nous y investissons des postes, du temps, de l'énergie, parce que nous voulons que les représentants du peuple puissent débattre et puissent être souverains. Et ceux qui vont mettre un 49.3, c'est le gouvernement Barnier. Alors oui, la bourgeoisie peut-être fait ça dans les formes, avec le bon vocabulaire, avec les bons types de happening, mais le résultat du résultat, c'est de la brutalité démocratique et c'est de la brutalité in fine contre les gens. Et qu'importe que ça vous ait coûté peut-être des points dans les sondages par des gens qui vous jugent inquiétants. Nous avons fait 22% à la dernière élection présidentielle et le NFP, Nouveau Front Populaire, est arrivé en tête des élections législatives. Donc voilà, je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes prêts. Un fait qu'il faut tirer au clair, parce que ça a fait beaucoup de bruit depuis hier. Sur les images, on voit une de vos collègues insoumises, Farida Amrani, pour ne pas la citer, députée de l'Essonne, qui semble voter à la place d'un député absent. Franchement, les images montrent qu'elle vote sur le clavier du rang derrière elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous confirmez que c'est bien ce qu'elle a fait? C'est une polémique qui est montée par l'extrême droite. Vous vérifierez la place. Non, mais je vais vous le dire. Vous vérifierez la place de Farida Amrani dans l'hémicycle. Elle est normalement au dernier rang. Elle est à la place dans laquelle elle se retourne pour voter sur son bouton. Et elle est assise sur les images que vous n'avez pas montrées, mais à la place de Jean-Philippe Nilor, député des Outre-mer, qui n'était pas là à ce moment-là. Elle est juste assise à cette place. Elle se retourne et elle vote sur son bouton. C'est une polémique. Elle vote qu'une fois. Elle vote pour elle-même. Non, mais je veux en dire un mot parce que j'ai vu ça. On vous pose la question pour que vous ayez l'occasion. Non, mais tout à fait. Mais j'ai vu ça sur les réseaux. C'est l'extrême droite et la Macronie d'ailleurs qui montent ce type de polémique. C'est même peut-être davantage encore la Macronie. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je disais. Ils n'étaient pas là. Ils viennent d'être réélus. Ils ont autre chose à faire, visiblement. Ils sont 5 en hémicycle à défendre le budget de M. Barnier. Ils se contredisent les uns les autres. Ils amendent. Savez-vous que cette fois-ci, pour le budget, 50% des amendements déposés l'ont été par les groupes de la Macronie et de la droite. C'est-à-dire les groupes qui sont censés, supposément, soutenir le gouvernement de M. Barnier. Les Insoumis c'est totalement inédit. Les Insoumis étaient dans l'opposition, vous savez, c'est différent. Il nous reste très peu de temps, Clémence Guettet, donc on va passer à des questions courtes et des réponses courtes, si vous le voulez bien. Un QCM, alors posez-moi des questions simples. Matignon annonce que le Premier ministre a subi une opération au niveau des cervicales. C'est public. Est-ce que c'est bien cette transparence ? Je pense que le communiqué, je l'ai lu en l'occurrence, était très simple, très sobre et nous annonçait que M. Barnier était au travail immédiatement. Donc évidemment, comme tout le monde, je lui souhaite un très bon rétablissement. Je pense que les choses ont été faites avec simplicité et que c'est bien. Oui. Il faut une transparence sur tous les responsables politiques, y compris, il a à peu près le même âge que Michel Barnier, sur Jean-Luc Mélenchon par exemple. Ils ne sont pas aux mêmes fonctions. Ils sont pas aux mêmes fonctions, mais ça ne vous aura pas échappé. Donc peut-être que Jean-Luc Mélenchon peut garder sa vie privée pour lui-même. En tout cas, ça m'amène à un autre sujet sur lequel j'ai déposé une question au gouvernement. Et je trouve ça intéressant. C'est qu'en France, nous n'avons pas de transparence sur les agendas des ministres, de l'Élysée tout particulièrement, et de Matignon non plus. Alors que dans d'autres pays, pour les journalistes notamment, pour faire votre travail le plus efficacement possible, il y a une transparence beaucoup plus importante et notamment une mise à jour quasiment quotidienne des agendas des ministres, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Donc j'ai interpellé le gouvernement. Également que l'association de la presse présidentielle s'en inquiète. Une question sur la présidentielle aux États-Unis. Clémence Guettet, les Américains votent dans pile une semaine aujourd'hui. Donald Trump dit cette nuit: je ne suis pas un nazi. Est-ce que pour vous il est un nazi? Je réserverai ce type de qualification parce que c'est ses opposants politiques qui l'ont fait. Il est certain qu'en tout cas, il représente une droite réactionnaire. Il est en lien également avec des groupuscules qui sont violents aux États-Unis. Comment donc Donald Trump? Mais c'est pas la réponse que je vais vous faire, donc vous allez vous satisfaire de ma réponse. En l'occurrence, il représente une droite réactionnaire et une extrême droite raciste dans ce pays. Ce que je veux dire sur les élections américaines, c'est que les enjeux internationaux notamment et le génocide qui est en cours à Gaza va être aussi assez déterminant dans cette élection pour que les électeurs se fassent une opinion. Et il y a un enjeu très important puisque vous savez que les États-Unis occupent une place notamment dans les institutions internationales. J'étais à l'ONU à New York il y a 2 semaines de cela, une place importante. Et si Trump devait gagner, ça provoquerait évidemment un repli des États-Unis et un désinvestissement de ce type d'organes multilatéraux. Donc vous voteriez Kamala Harris plutôt? Je ne suis pas américaine, donc je ne peux pas vous faire cette réponse, mais il est évident que je ne voterai pas sur Donald ce sujet Trump, du Proche-Orient. Vous pensez réellement que Kamala Harris aurait une autre politique et une fermeté différente vis-à-vis d'Israël? Ce que je sais, c'est que pour avoir rencontré des activistes, notamment du mouvement pour la paix aux États-Unis, ce que je sais, c'est que ces prises de position ont été
décevante pour beaucoup de gens qui estiment que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui est un sujet prépondérant. Et on le sait, il y a eu beaucoup de critiques de la politique de M. Biden sur ce sujet. Et pour l'instant, ils n'ont pas la certitude que Kamala Harris va mener une politique extrêmement différente. Donc je pense que les derniers jours de campagne vont être assez déterminants, qu'elle doit pouvoir à nouveau s'exprimer sur ce sujet. Je laisse aux citoyens états-uniens le libre choix de leur vote. Je n'ai pas davantage à en dire. Mais ce ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la France et l'Europe si Kamala Harris était élue. Ce serait plutôt une bonne nouvelle à vos yeux. Je préférerais que Kamala Harris soit élue par rapport à M. Trump. Ça me paraît assez évident. Merci beaucoup. Merci Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Dans un instant, ce sera les informés avec Benjamin Sportouche. Au programme, le Sénat à majorité de droite. Sera-t-il la planche de salut pour le budget du gouvernement? Et puis, nous en avons parlé avec Clémence Guettet. Parlerons de la santé en politique avec ces annonces sur la santé de Michel Barnier. La transparence de Matignon est-elle une bonne nouvelle?